Corée du Nord s'ouvre une nouvelle ère du combat aérien. À plus de 900 km/h, des chasseurs à réaction s'affrontent. Aux limites de la vitesse du son, la victoire se décide en une fraction de seconde. Aujourd'hui, prenez place dans le cockpit des F-86 sabres américains face au redoutable MiG-15 Fago, au cours de combats qui désigneront les tout premiers as de l'ère des chasseurs à réaction. Vivez la bataille, étudiez les tactiques, prenez part au combat. Le 20 mai 1951, une escadrille de F-86 de l'US Air Force pénètre l'espace aérien de la Corée du Nord dans la région de Sinŭiju. Leur objectif, attirer et détruire le maximum de MiG-15. À bord des sabres, d'authentiques pionniers de l'ère transsonique. Ces hommes se sont retrouvés confrontés à un environnement et à un conflit très différent de la Seconde Guerre mondiale. On leur a confié des appareils volant 2 fois plus vite que ceux qu'ils avaient pilotés auparavant et ils les ont tout de suite domptés. Le capitaine James Jabara est le leader d'une formation de 6 chasseurs. À 27 ans, cet ancien pilote de Mustang pendant la Seconde Guerre mondiale est l'un des plus grands pionniers du combat à réaction. Avec 4 MiG-15 abattus à son crédit, il ne lui manque plus qu'une victoire pour devenir le premier as américain de l'ère du réacteur. James Jabara était si près de la consécration. L'Air Force avait besoin d'un as et ce pilote était le meilleur candidat. Quelques minutes après être entré en territoire ennemi, une chance s'offre à lui. L'escadrille américaine est engagée par une flotte de 50 MiG-15 à la verticale du fleuve Yalu. James déclenche le largage de ses réservoirs additionnels. Mais il y a un problème. Un de ces réservoirs est resté accroché à l'aile, ce qui a provoqué un déséquilibre conséquent. Il est probable que le pilote s'est alors cogné contre la verrière et a eu beaucoup de mal à contrôler son appareil. Les attaches amarrant le bidon à l'aile ont gelé. C'est un problème courant dans l'espace aérien glacial de la Corée du Nord. La procédure exige que le pilote rentre à la base. Il a mis les 2 mains sur le manche et a repris le contrôle de son F-86. Il a alors dû prendre très rapidement une décision tactique critique. Est-ce que je peux combattre avec ce bidon accroché? Son jugement a été influencé par sa combativité et c'est elle qui a pris le dessus. James et ses ailiers virent sur la droite pour engager le combat de face. Avec une vitesse de rapprochement de 490 mètres à la seconde, il est impossible d'ajuster le tir avec précision. Les deux formations se croisent. James vire violemment à gauche et se lance dans la poursuite. Son sabre déséquilibré réagit comme un cheval de rodéo. Il doit contrer une résistance d'une vingtaine de kilos dans le manche pour maintenir son appareil en virage serré. Salvatore Kemp, l'un des ailiers de James, annonce que 3 MiG approchent en surplomb à 6 heures. Les MiG sont là. Leur vitesse en piqué leur donne un avantage de 160 km/h. James et Salvatore sont ici. Ils n'ont qu'une fraction de seconde pour réagir. Les MiG fondent sur leur objectif. James vire brutalement à droite. Pris dans leur élan, les chasseurs ennemis dépassent les F-86. En virant à droite en montée, James a forcé 2 des MiG à continuer tout droit.
Mais le troisième, pour une raison ou pour une autre, a décidé de virer à gauche, ouvrant ainsi une fenêtre de tir. James saisit l'occasion. Il vire à gauche et se place dans les 6 heures de l'ennemi. Il démontre que c'est non seulement un excellent pilote de chasse, mais surtout qu'il a su s'adapter à l'ère du réacteur. Tout se passe très vite. Pour prendre l'avantage, il faut presque anticiper les mouvements de l'ennemi. Le bandit conserve sa trajectoire. James Jabara serre son virage pour rester derrière lui. À cette altitude, les performances en combat tournoyant du F-86 et du MiG-15 sont équivalentes. Mais James a un atout, son pantalon anti-G. Cette invention de la Seconde Guerre mondiale va devenir un élément essentiel des futurs combats aériens. En cas d'accélération brutale, des poches d'air se gonflent autour des jambes et du bassin du pilote. Le sang est alors maintenu dans la partie haute du corps, ce qui évite le phénomène du voile noir. James peut virer plus serré. Il est en parfaite position. Le MiG est pile dans sa ligne de mire. Il déclenche le tir de ses 6 mitrailleuses 12-7 et touche le MiG. Le pilote s'éjecte. Quelques secondes plus tard, l'appareil explose. Il a obtenu ce qu'il attendait tant, ce qui l'avait poussé à s'engager en Corée. Il devait littéralement exulter. La victoire est confirmée. L'Amérique tient son premier as de l'ère transsonique. James Jabara avait fait ses premières armes à bord des chasseurs à hélice de la Seconde Guerre mondiale. Il était ensuite devenu l'un des premiers à prendre en main un appareil à réaction, l'avenir de l'aéronautique. L'air entre dans le réacteur, puis est comprimé avant d'arriver dans la chambre de compression où il est mélangé à du carburant et allumé. C'est cet allumage des gaz, combiné à leur décompression, qui entraîne en réaction une forte poussée vers l'avant. Le réacteur a été développé parallèlement par les Allemands et les Anglais au cours de la Seconde Guerre mondiale. Dans les tout derniers mois du conflit, les nazis ont envoyé au combat leur Messerschmitt Me-262, un biréacteur volant près de 170 km/h plus vite qu'un P-51 Mustang. L'aérodynamique de cet appareil était également très avant-gardiste. Ses ailes en flèche généraient moins de traînée qu'une voilure classique, ce qui lui permettait de voler plus vite. Pendant la guerre contre le Troisième Reich, les Russes et les Américains ont développé leurs propres chasseurs à réaction, le MiG-9 et le Bell P-59 Era Comet. Mais leurs performances n'ont pas convaincu les états-majors. En 1947, grâce aux recherches des avionneurs nazis, l'URSS et les USA optent à leur tour pour la voilure en flèche. C'est la naissance du F-86 et du MiG-15. Le sabre disposait d'une excellente visibilité et d'une structure robuste parfaitement adaptée au combat aérien. Le fagot était plus léger. Sa vitesse ascensionnelle et son plafond étaient plus élevés. C'est dans les cieux de Corée du Nord qu'ils se sont affrontés pour la première fois. Le 20 mai 1951, 6 mois après son engagement dans le conflit coréen, James Jabara devient donc le premier as de l'ère du réacteur. Mais au-dessus de lui, la bataille fait rage. Il venait de gagner le titre d'as, mais il n'a jamais pensé un seul instant à rentrer à la base. Son boulot en Corée, c'était de tuer des MiG.
James parvient à emmener son F-86, toujours encombré de son réservoir externe, à 6000 mètres d'altitude. Déséquilibré, sans son ailier, il constitue une proie facile. Il est en pleine zone de combat. Il y a des fagots et des sabres partout. Il regarde vers le haut et aperçoit 6 MiG en formation. Il fait alors exactement ce qu'il doit faire. Il engage le combat. Il prend pour cible le dernier appareil de la patrouille. C'est une décision judicieuse. Abattre les chasseurs un à un en commençant par le dernier. James Jabara déclenche le tir de ses 6 mitrailleuses. Les MiG rompent la formation. L'appareil de queue monte. James était en train de gagner du terrain, mais le MiG-15 est plus rapide en vitesse ascensionnelle. Et le F-86 avait toujours son réservoir accroché. Il s'est donc facilement fait distancer. Mais le pilote du MiG commet une erreur fatale. Il vire sur la gauche en piqué. Cette manœuvre donne l'avantage au sabre, plus rapide en descente. James vise et tire. Il pulvérise le moteur de l'appareil ennemi. Le fagot s'écrase. 6e victoire. Tout à coup, le pilote américain est entouré d'obus traçants. La chance a tourné. Dans ces 6 heures, 2 aviateurs nord-coréens comptent venger leurs camarades. Dans le combat aérien, il y a 3 règles à respecter. Ne pas engager le combat avec ses réservoirs additionnels, ne pas se séparer de son ailier et ne pas se concentrer uniquement sur l'objectif. James venait d'enfreindre les 3. James Jabara réalise que sa quête du titre d'as pourrait lui coûter la vie. Totalisant désormais 6 victoires à son actif, il est dans la ligne de mire de 2 fagots. Il vire brutalement à gauche pour tenter d'échapper à leur tir. Il évite de justesse les rafales des redoutables obus de 23 et 37 mm. Il sollicite au maximum son réacteur J-47 avec ses 5200 livres de poussée. Mais son réservoir externe limite sa vitesse à 800 km/h. Et bien pire encore, handicape gravement sa maniabilité. À cause de ce réservoir coincé, James était un éléphant dans un couloir. Il tire sur le manche, actionne les aérofreins, casse sa vitesse, passe sur le dos, vire dans l'autre direction et accélère. Grâce à cette manœuvre, il réussit à sortir momentanément de la fenêtre de tir des MiG. Mais les pilotes nord-coréens ne le lâchent pas. Il le morpionnait. À moins d'un miracle, la 6e victoire du capitaine Jabara allait être la dernière. Par chance, le miracle se produit. 2 pilotes américains, Mo Pitts et Rudy Holly, surgissent. Les sabres sont ici, les MiG là, dans les 6 heures de James. Mo et Rudy plongent pour gagner du terrain et engager les 2 fagots. Ils n'ont que quelques minuscules secondes pour agir. Les 2 sabres alignent les MiG. L'un d'eux s'éloigne. Mais le leader n'a pas l'intention d'abandonner. Le pilote nord-coréen est prêt à tirer, mais Rudy Holly également. Il ouvre le feu le premier. Touché, le MiG bat en retraite. L'attaque éclair des 2 aviateurs de l'Air Force a porté ses fruits. Rudy et Mo se placent en formation avec James et l'escortent jusqu'au bercail.
Sur le taxiway, ce dernier est accueilli en héros. C'était une journée exceptionnelle. On tenait notre premier as sur chasseur à réaction. Il a été porté en triomphe. James est décoré de la Distinguished Flying Cross. Après sa 123e mission, il rentre chez lui, acclamé par la foule. Il retournera en Corée en 1953 et accrochera 9 autres MiG à son tableau de chasse, devenant l'un des 2 triple as de ce conflit. James Jabara était le tout premier as sur chasseur à réaction. C'était un événement majeur pour l'US Air Force. Il devenait un exemple et a poussé bon nombre de pilotes à conquérir ce titre. L'exploit du capitaine Jabara sert de modèle à tous les pilotes américains engagés en Corée. Dès le lendemain, à chaque sortie, aucune occasion d'engager l'ennemi n'est ratée. La place de premier as est prise, mais il reste encore la seconde. Le lieutenant Hood Gibson est sur les rangs. Je ne pouvais pas attendre. J'étais prêt à me battre. Je m'étais entraîné 6 ans dans ce but. Le 18 juin 1951, moins d'1 mois après le célèbre combat de James Jabara, Hood et sa patrouille franchissent la ligne de front. Même s'il n'a encore abattu aucun appareil ennemi, ce jeune pilote de 26 ans peut compter sur sa combativité et sa maîtrise des tactiques de combat aérien. J'avais pas mal d'heures de vol et une certaine expérience en simulation de combat tournoyant. Je me sentais capable de battre n'importe quel pilote. Faisant route à l'ouest, vers la mer de Chine, Hood repère des éclats lumineux à 3 heures plus haut. Des MiG. Hood est ici, au sein d'une formation de 18 sabres. Les MiG sont là. Ils sont 50, 1000 mètres plus haut. Profitant de leur plafond opérationnel plus élevé, ils peuvent choisir quand et comment frapper. Ils sont 3 fois plus nombreux. Et soudain, ils fondent sur les F-86. Les Américains engagent le combat face à face. Hood ouvre les gaz en grand. Son sabre parcourt 228 mètres à la seconde. Quelques secondes plus tard, les rafales fusent. Je suis parti en virage ascendant à droite pour essayer de passer dans leurs 6 heures en prenant de l'altitude. Hood et son ailier se placent derrière la formation ennemie et repèrent un chasseur isolé. Ce dernier vire brutalement à gauche. Hood ne le lâche pas. Il centre le réticule de son système de contrôle de tir. Ce radar placé dans le nez calcule la distance de l'objectif ainsi que sa trajectoire et place un petit viseur dans l'afficheur tête haute en fonction de ses paramètres. Hood ouvre le feu. À chaque rafale, 50 ogives de calibre 12,7 sont tirées. Le fagot serre son virage et accentue sa descente pour tenter d'échapper au sabre. Il avait le nez sous la ligne d'horizon. J'étais juste derrière lui, mais pas en bonne position. J'étais un peu trop à la corde. Il virait trop fort, j'avais du mal à rester aligné. Encaissant déjà plus de 5 G, Hood Gibson ne peut maintenir sa fenêtre de tir. Et le MiG-15 parvient à lui échapper. Son ailier, en revanche, Jim Heckman, est en meilleure position. Mon ailier était mieux placé que moi. Je lui ai dit de l'engager et il l'a fait aussitôt. Jim tire plusieurs rafales dévastatrices, mais Hood doit retrouver un angle de tir. Il effectue alors une manœuvre célèbre, le tonneau barriqué.
Il tire sur le manche, roule par-dessus son ailier et se replace à l'extérieur du virage. En effectuant cette manœuvre, non seulement il sort de la ligne de mire de son ailier, mais il se place lui-même en position de tir. Je me suis aligné sur lui et j'ai ouvert le feu. Le pilote s'est éjecté. Un ennemi abattu. Mais c'est Jim Hickman qui sera crédité de cette victoire. Il a fait le bon choix. D'instinct, il a décidé de réaliser ce tonneau barriqué pour retrouver une fenêtre de tir, tout en laissant à son ailier le champ libre et en lui laissant cette victoire. C'est un sacré pilote. Il y a tellement de MiG dans l'espace aérien qu'en quelques secondes, Hood trouve deux autres cibles, à 2 heures, 600 mètres plus bas. Des proies faciles. Mais le réticule de son viseur s'éteint. C'était peut-être une poussière dans les circuits. J'ai essayé de le réinitialiser manuellement, mais ça n'a pas fonctionné. Il était en panne. Sans courage, pas de gloire. Avec ou sans réticule, Hood engage les deux MiG. Il vient de laisser une victoire à son ailier. Il doit maintenant lui aussi saisir sa chance d'abattre un chasseur ennemi. Et il a l'avantage sur 2 autres fagots. Les MiG-15 sont là. Hood et son ailier ici. Ils ont 2 options. Ou ils piquent mais risquent de dépasser leur cible, ou ils réalisent un tonneau barriqué descendant pour se placer dans leur 6 heures. Hood tire le manche et l'incline à droite, tout en poussant du pied droit sur le palonnier. En exécutant ce tonneau barriqué sur la droite et en descente, il se retrouve en parfaite position de tir. Hood est maintenant pile derrière les deux MiG. Les pilotes ennemis entament une chandelle, sachant que leur appareil dispose d'une meilleure vitesse ascensionnelle. Il faut agir très vite. Je n'avais plus de système de visée. Je devais rester très près, disons à moins de 150 mètres. J'ai placé le MiG à l'endroit où se serait trouvé le réticule. C'est un excellent pilote. Il n'a pas besoin de calculateur de tir pour ajuster sa cible. Il sait d'expérience de quelle taille le chasseur ennemi doit apparaître pour être à la distance à laquelle il voulait tirer. Hood touche le fagot de 2 rafales. Son aile droite est littéralement arrachée. Le pilote a tout juste le temps de s'éjecter. L'aviateur américain signe sa première victoire confirmée. Tandis que l'appareil ennemi s'écrase en flammes, Hood retrouve le contact visuel avec le commandant de la formation, le lieutenant-colonel Ben Emert. Il est à 2 heures, à la poursuite d'un MiG. Mais il est lui aussi marqué par un chasseur nord-coréen. Il se focalisait sur sa cible. Je l'ai appelé pour lui dire qu'il avait un MiG dans ses 6 heures et que je m'en chargeais. Hood doit agir très vite. Il réalise un nouveau tonneau barriqué et trouve la fenêtre de tir idéale. Au dernier moment, le fagot tente de lui échapper en remuant dans tous les sens. Il a viré à gauche. Il devait avoir un angle de descente de 3 ou 4 degrés. Je suis resté derrière lui. Ensuite, il a viré vers la droite. Il s'est mis juste dans ma ligne de mire. Je l'ai touché de 2 rafales.
Le MiG s'enflamme. Il explose à 600 mètres du sol. En quelques minutes, Hood Gibson a remporté 2 victoires confirmées et participé à une 3e. Il pourrait bien devenir le second as de la chasse à réaction. Il abat son 3e appareil ennemi le 11 juillet, 3 semaines plus tard. Le 4e, le 2 septembre. Et le 9 septembre 1951, il réalise ainsi son rêve en gagnant le titre tant convoité. Mais il remporte sa 5e victoire quelques minutes après Dick Baker. C'est ce dernier qui sera sacré second. Hood doit se contenter de la 3e place. J'étais aux anges. J'ai fait ce qu'on m'avait appris à faire. C'était en quelque sorte une récompense pour ces années d'entraînement. Les premiers as sur chasseurs à réaction appliquaient les tactiques développées pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il a fallu les adapter à des conditions de vol totalement différentes, aussi bien en altitude qu'en vitesse. Un réacteur consomme beaucoup plus de carburant qu'un moteur à piston. Par souci d'économie, les longues patrouilles par escadrille entière ont donc laissé la place à des rotations permanentes de 4 chasseurs faisant l'aller-retour jusqu'à la ligne de front. Il a également fallu établir des règles de vol strictes autour de cette formation de 4 appareils. À 900 km/h, lors d'un engagement, un pilote peut facilement se retrouver hors de portée de vue de son binôme. Tout chasseur isolé constituant une proie facile, la règle est simple. Il doit immédiatement mettre cap au sud. Peu de temps avant la fin de la guerre, le capitaine Ralph Parr va précisément se retrouver seul face à l'ennemi et livrer un combat aérien héroïque. Nous sommes le 7 juin 1953, à 30 km au sud du fleuve Yalu. Les F-86 de la 335e escadrille patrouillent à haute altitude à la recherche de chasseurs ennemis. Le sous-lieutenant Hal Cox est le leader. Ralph est son ailier. Il faisait un temps magnifique. En grimpant un tout petit peu plus haut, on aurait presque pu voir la tour Eiffel. La visibilité était optimale. Cette tranquillité est brutalement interrompue. Une formation de MiG surgit à 9 h en surplomb. Ralph repère les fagots et annonce un break à gauche. Mais son leader part vers la droite. La sécurité du vol est compromise. Le chef de patrouille ordonne à Hal Cox et à Ralph Parr de reprendre leur formation. Ralph scrute l'espace aérien. Au moment où j'ai commencé à regarder vers le bas à droite, j'ai repéré un objet en mouvement contrastant avec le sol. Je l'ai désigné comme étant un objectif. Hal est arrivé et m'a dit « Je le vois pas, mais si tu l'as en visuel, vas-y, je te couvre. » Le MiG file dans la direction opposée à très basse altitude, au ras des arbres. Ralph tient une chance d'abattre son premier ennemi. Il se lance à sa poursuite en effectuant un renversement. Il se place sur le dos et tire sur le manche pour venir se placer derrière le MiG. En piqué, la vitesse du sabre lui permet de gagner du terrain. Ralph est à la verticale et pousse les gaz à fond. Sa manœuvre a été si rapide que son leader a perdu le contact visuel. Il m'a appelé par radio, il m'a dit « Tout est passé, je te vois plus ». J'ai répondu « J'ai fait un renversement, essaie de me rejoindre ».
Très vite, le F-86 franchit le mur du son. Cet appareil est conçu pour le vol transonique, mais ses surfaces de commande y sont mal adaptées. Il devient difficilement manœuvrable. Le F-86 est sorti au moment où on commençait à peine à comprendre le comportement des appareils lors du passage du mur du son et du vol supersonique. Si un pilote effectuait un piqué à cette vitesse, les gouvernes devenaient beaucoup moins réactives et il était très difficile de redresser, voire impossible. Ralph sait qu'il faut 5000 mètres à son chasseur pour revenir en palier. Or, il se trouve déjà à moins de 3000 mètres du sol. Avec un réacteur, les choses vont très vite. La vitesse augmente très rapidement et il n'y a aucun moyen de ralentir. Un chasseur à réaction ne décélère pas facilement, même en sortant les aérofreins. Ce F-86 filait vers le sol à près de 600 nœuds, plus de 1100 km/h. Il était littéralement sur le point de s'écraser. Ralph Parr a commis l'erreur de réaliser un renversement supersonique trop près du sol. En essayant d'engager l'ennemi, il se retrouve en piqué à une vitesse dépassant les 300 mètres par seconde. Il doit à tout prix sortir de cette situation. Il tire sur le manche de toutes ses forces. Il crie comme un haltérophile pour éviter le voile noir. Il subit une accélération de 9 fois la force de gravité. Son pantalon anti-G lui écrase les jambes et le bassin. Son corps pèse plus de 630 kilos. Je me suis dit, respire, t'es en apnée. Je ne respirais pas parce que mon pantalon anti-G avait gonflé pour éviter à mon sang de descendre dans mes jambes. Ça me coupait le souffle. L'horizon réapparaît dans le champ de vision de Ralph. Il a échappé de peu à la mort. La structure de son avion a probablement souffert, mais il vole. Le MiG est juste en face de lui, au ras des arbres. Le pilote américain gagne rapidement du terrain. Puis, il réalise où il se trouve. J'ai regardé droit devant moi et j'ai vu un premier fagot. Une seconde plus tard, j'en ai vu 2, puis 4. Un clignement d'œil après, j'en ai repéré 4 autres, puis encore 4, et ainsi de suite. Ralph est derrière une formation de 16 MiG-15. Il est seul. Il ne peut pas suivre les tactiques habituelles. Sa survie va dépendre de son habileté et de sa combativité. Il décide de s'attaquer au leader de l'une des formations de 8. J'ai choisi d'engager le leader car c'est celui qui a le plus d'expérience. J'ai préféré prendre tout de suite l'avantage. Volant 160 km/h plus vite que les MiG grâce à l'élan de son piqué, Ralph arrive très vite à moins de 900 mètres, la portée de tir de ses mitrailleuses. Il ouvre le feu. Les fagots se dispersent. Le leader vire brutalement à droite en montée. Ralph ne lui cède pas le moindre centimètre. À cette vitesse, les manœuvres serrées sont très difficiles à supporter. Vous passez d'un poids de 86 kg à 600 kg en une fraction de seconde. Lutter contre un tel facteur de charge pendant près de 30 secondes, c'est un exploit. Ralph lutte pour garder sa tête droite et ses yeux ouverts. Je devais encaisser autour de 9 à 9 G et demi. Tout à coup, le réticule de mon système de visée s'est éteint. Après le traitement que le sabre vient de subir ces 60 dernières secondes, il n'est pas étonnant qu'il connaisse quelques avaries. C'était agaçant. Vous avez un instrument sur lequel vous comptez, et au moment de vous en servir, plus rien. Pas le temps de tergiverser.
Ralph est sur son élan. Il risque de dépasser les MiG, ce qui serait une erreur fatale. Il coupe les gaz, sort ses aérofreins et réalise un tonneau pour casser sa vitesse. Pour ne pas l'overshooter, j'ai initié un tonneau une fois à sa hauteur. On évoluait tous les deux presque verrière contre verrière. Le pilote du MiG est habile et connaît la parade. Les deux chasseurs se livrent alors à un étonnant balai aérien, tournoyant ensemble à moins de 150 mètres du sol. Cette tactique, baptisée Rolling Scissors, consiste à forcer l'adversaire à passer devant. Pour cela, les deux pilotes réduisent les gaz jusqu'à atteindre la limite de la vitesse de décrochage. En regardant à travers sa verrière, je pouvais voir ses pieds. J'arrivais presque à distinguer les lacets de ses bottes. Ralph manœuvre son appareil à ses limites. Le pilote du MiG également. Le premier à commettre une erreur le paiera cher. D'ici quelques instants, le verdict va tomber. Tout à coup, le pilote du Fago donne un peu trop de gaz et se retrouve dans la ligne de mire de Ralph. Je me suis dit, t'es fini. J'ai contrebalancé mon appareil et je me suis glissé dans ses 6 heures. La seule chose que j'avais en tête à ce moment, c'était l'abattre. Ralph Parr a l'impression que son cœur va jaillir de sa poitrine. Il se glisse à quelques mètres de la queue en aileron de requin du MiG. Le sabre est trop près. Il est ballotté par le flux du réacteur, un autre danger lié à cette technologie. Ralph parvient à garder le contrôle. Il réduit sa vitesse pour laisser le MiG le distancer. Et là, j'ai ouvert le feu, je l'ai touché. Il est parti de l'autre côté, en montée, mais je ne l'ai pas lâché d'1 centimètre. Le pilote nord-coréen ne jette pas l'éponge. Il a fait un tonneau descendant, ce qui m'a totalement surpris. Je n'avais pas anticipé cette manœuvre. Le Fago enchaîne les tonneaux serrés pour changer rapidement de direction. Il essaie d'utiliser son seul avantage, le souffle de son réacteur. Ralph reste collé à lui, mais doit éviter ce flux à tout prix. Il pourrait tout simplement faire caler son propre réacteur. À cette altitude, il n'y a aucune marge d'erreur, mais il est déterminé. Ralph Parr, à bord de son F-86, se livre à un combat d'une rare intensité. Le pilote du MiG-15 ennemi est prêt à tout pour s'échapper. Je le poursuivais et il s'est mis à initier un nouveau tonneau. Je me suis dit, cette fois, tu ne vas pas m'avoir. Ralph prend de l'altitude et exécute à son tour un tonneau. Cette manœuvre le place en position de tir hors du flux du réacteur. J'ai tiré sur le manche et j'ai attendu tranquillement qu'il revienne en palier. Il s'est retrouvé juste en face de moi et j'ai ouvert le feu à nouveau. Le MiG s'embrase comme un fétu de paille. À l'issue d'un combat exténuant, Ralph remporte sa première victoire. Mais il n'a pas le temps de se réjouir. D'un coup d'œil au-dessus de son épaule, il repère d'autres MiG fondant sur lui. Il ouvre les gaz en grand tout en virant à gauche. Le F-86 répond instantanément. Des balles traçantes orange fusent au ras de sa queue. Les Fagos tentent d'engager le sabre, mais ils vont trop vite.
Le premier le dépasse, puis le second, suivi du troisième. Mais le quatrième parvient à décélérer. Ralph, en pilote expérimenté, sait que son adversaire est sur le point de se replier. Il a dû se décourager. Il s'est dit qu'il n'arriverait pas à m'avoir. Il va lui faire croire qu'il a ses chances et le forcer à passer devant avant d'attaquer à son tour. Il fallait que je sorte de mon virage pour qu'il puisse plus facilement m'aligner dans son viseur. Ralph élargit alors sa courbe, tendant un piège mortel à son adversaire. Ce dernier mord à l'hameçon et se met en place pour tirer. Le pilote américain attend le dernier moment et serre brutalement son virage. Si le MiG le dépasse, un coup de manche dans l'autre direction et le sabre se retrouvera en position de tir. Le fagot se rapproche. Ralph ouvre les gaz, s'incline sur l'aile et tire à fond sur le manche. Le MiG n'a pas le temps de réagir. Ralph vire dans l'autre direction et fond sur sa cible. J'ai tiré quelques rafales et je me suis aidé des balles traçantes pour ajuster mon tir. Deuxième victoire pour Ralph Parr. Mais au même moment, un autre MiG-15 surgit en tirant. Une fois encore, Ralph doit virer très serré pour le forcer à le dépasser. Le fagot passe, mais il va trop vite pour que le F-86 l'engage. Il monte rejoindre ses compatriotes qui décident de se replier. En 8 minutes de combat acharné, Ralph Parr a engagé 16 MiG et en a abattu 2. Mais ce ne sera pas sa dernière rencontre avec l'ennemi au cours de ce conflit. Il remporte bientôt 8 autres victoires en un temps record, devenant ainsi le pilote le plus combatif de l'histoire de l'US Air Force. Avec James Jabara, il est l'un des 11 pilotes à avoir abattu plus de 10 chasseurs ennemis dans le ciel de Corée. Les As de la guerre de Corée étaient de véritables pionniers. C'était un groupe de soldats valeureux qui nous ont montré la voie à suivre. Ils nous ont offert de précieuses victoires au cours de ce conflit. Ces hommes ont maîtrisé cette nouvelle ère du combat aérien. Ils se sont basés sur d'anciennes tactiques adaptées pour des vitesses vertigineuses. Lors de ces affrontements harassants, une poignée d'aviateurs ont écrit les premières pages des manuels de la chasse moderne. Beaucoup d'entre eux ont par la suite rempilé pour enseigner aux nouvelles générations de pilotes à se battre au-delà de la vitesse du son et à dompter une nouvelle arme, le missile. Grâce à ces pilotes intrépides, à ces premiers as de la chasse à réaction, un nouveau chapitre de l'histoire de l'aviation a été ouvert. Celui d'une nouvelle ère.